Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà pour commencer? J'ose espérer que oui. Ah, génial. Merci Gwenaëlle. Et Julie et Cécile et Valérie. Tous. Donc du coup, je me présente Frédéric Baletti. C'est moi qui vais animer le webinar d'aujourd'hui. On en a pour 45 minutes. Ça va être super rapide. Il y a tellement de choses à raconter. Donc, parfois, je vais aller vite. Je m'en excuse. Dans tous les cas, si vous avez des questions, etc., on est joignable via le mail. Vous aurez toutes les coordonnées sur la présentation à la fin. Et on est facilement accessible via LinkedIn aussi. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter si vous voulez plus de précisions. On a la chance aujourd'hui d'être accueillis chez Michelin. Qui nous pose la décoration Michelin, d'ailleurs. Vous en profitez en direct. Merci Delphine. C'était pas prévu, donc du coup, on aura un petit retour d'expérience aussi de Michelin, de la méthodo. Donc je me dis que c'est bien pour vous d'avoir cet avis directement d'utilisateur, parce qu'en fait, la présentation va être faite en deux parties. Première partie, je vais quand même vous présenter la méthodologie. Pourquoi parce qu'en fait, il faut que vous compreniez d'où ça vient ce que je vous raconte. Ça vient pas de n'importe quoi, ça vient de quelque chose de structuré, quelque chose de scientifique, quelque chose de solide. Et toutes les histoires qu'on raconte proviennent d'analyses fines et vraiment puissantes de Verbatim. Donc première partie méthodo. Je m'en excuse, mais je pense que ça va très bien se passer. Deuxième partie, je vais vous parler de la mise en miroir, manager-collaborateur. Il faut que vous sachiez que la mise en miroir, on le fait historiquement client-collaborateur, en mode symétrie des attentions, et on est en train de travailler pour les gens du monde hospitalier sur l'expérience patient et la mise en miroir entre les patients et les professionnels de santé. Donc, si vous êtes intéressé, faites-nous signe parce que c'est un sujet qu'on a envie de creuser, qui est vraiment passionnant, donc n'hésitez pas. Et puis à la fin, je vous ai mis un questionnement. C'est un peu une grille de questionnement managérial. Les questions qu'il faut que je me pose, moi, en tant que manager, finalement, ou des questionnements que pouvez-vous poser à vos équipes de management, des questions qui sont issues, ni plus ni moins, que de nos années d'analyse, en fait. Et on s'est aperçu que c'est un outil puissant qu'on vous partage aujourd'hui. Du coup, qui sommes-nous? CAPEM est un institut d'études, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, qui a été créé il y a 15 ans, et qui a été la première structure à bosser sur les Verbatim. On a été les premiers, on a fait ça sur l'expérience client. Je vais faire très rapidement sur l'expérience client, historiquement, puis on s'est attelé à l'expérience collaborateur parce que ça marchait très bien. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur le marché, mais on reste les plus fins, et je vous expliquerai pourquoi. Et depuis 3 ans, à peu près, on met en symétrie les expériences. Ce que je vous disais, client, collaborateur, manager, collaborateur, front office, back office, etc. etc. Donc nos spécificités, c'est vraiment l'analyse de Verbatim. C'est ce qui nous intéresse. C'est ça qui nous permettra vraiment d'être très fin déjà sur ce qui se passe dans l'expérience au quotidien des collaborateurs, et en plus de savoir ce qui est important pour eux. On en est à plus de 600 modélisations en 5 ans. Donc vous voyez, on n'a pas chômé du tout. On a cumulé énormément d'expérience là-dessus. On en a tiré des grandes leçons qu'on a déjà partagées dans un précédent webinaire que je vous conseille de regarder. Donc voilà, et on continue. On est vraiment sur une belle vitesse. Ici, vous trouvez nos références RH. Je ne vous ai pas mis les références purement clients. Donc, c'est les boîtes pour qui on a bossé ou pour qui on bosse encore actuellement, sur l'expérience collaborateur et ou sur la mise en miroir client-collaborateur ou manager-collaborateur. Donc, vous voyez, on est présent sur pas mal de secteurs. Et chaque secteur a ses spécificités, et même pour aller plus loin, chaque entreprise a ses spécificités. Et pour aller plus loin, j'ai envie de dire, parfois chaque BU a ses propres spécificités. Et ça, on peut le voir grâce à l'analyse des Verbatim. Il faut savoir qu'on travaille en 9 langues, mais qu'on a capacité aussi de travailler dans d'autres langues qu'on va traduire, etc. Donc ça, ce sont les 9 langues principales sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc on a environ 25% de notre activité qui est sur des missions internationales qu'on développe. On a la chance d'être régulièrement primé, tant sur la partie expérience client que sur la partie collaborateur. On gagne de plus en plus de prix. Le dernier, c'était sur la qualité de vie au travail. Donc on a une approche qui est reconnue, on en est très heureux. Du coup, je vais vous parler de la méthodologie avec plus de précision.
On part de l'idée qu'on récupère les verbatims. Je vais vous poser par exemple, on pose une question de recommandation par exemple. Est-ce que vous recommanderiez votre entreprise à un proche ou un membre de la famille? On demande aux gens de mettre une note de 1 à 10. Et ensuite, on leur demande de nous donner toutes les raisons qui les ont poussés à donner cette note-là. Et ça, pour nous, c'est super précieux, ce verbatim. On ne demande pas juste commentaire, on demande de donner toutes les raisons précises. Nous, à partir de là, il y a 2 choses qu'on sait très bien faire. La première chose qu'on sait très bien faire, c'est qu'on sait analyser très finement toutes les thématiques qu'il y a derrière la note, derrière les raisons. Mais en fait, on arrive même à identifier les thématiques, voire les sous-thématiques, voire les sous-sous-thématiques. On est ultra fin là-dessus. Comment ça se fait? Comment on réussit à être aussi fin? C'est parce qu'en fait, on a énormément d'interventions humaines chez KPM. On est les seuls aujourd'hui à avoir autant d'interventions humaines. Ce qui fait que là où des solutions automatisées vous sortent, allez, une quarantaine de thématiques quand tout va bien, nous, on peut vous en sortir facilement 130 à 170, parce que c'est fait à la main. Après, vous allez me dire, espèce de dingue, qu'est-ce qu'on va faire avec 130 thématiques alors qu'on a déjà du mal à prioriser avec parfois 10 thématiques? Et c'est là que je vous apporte la deuxième chose qu'on sait très bien faire, en fait. C'est que nous, on est capable de vous aider à prioriser. Par exemple, quand on revient à la question dont je vous parlais de 1 à 10, puis les raisons de la note, admettons que quelqu'un vous ait mis 10 sur 10, et vous donnez 3 raisons, par exemple. Raison 1, raison 2, raison 3. Eh bien, nous, on est en capacité de vous dire que la vraie raison du 10 sur 10, parce qu'il est quand même impensable d'imaginer que les 3 raisons sont dans le même niveau dans sa tête, ça c'est important, que la vraie raison du 10 sur 10, c'est la raison 2. Pourquoi? Parce que la manière qu'il a de s'exprimer sur la raison 2 démontre une intensité de discours qu'il n'y a pas sur la raison 1 et qu'il n'y a pas sur la raison 3. Et comment on fait ça? On le fait grâce à la syntaxe, en fait. En fait, la manière dont vous exprimez met en avant vos pensées profondes, et ça, on arrive à le voir. Et ça change complètement la manière d'analyser, en fait, les verbatims. Et ça nous permet d'aller bien au-delà du simple quantitatif, de l'occurrence classique, qui souvent nous mène à des pièges, à pas mal de pièges. Donc au niveau livrable, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas s'il apparaît le tracker. Ok. Ce que vous avez en haut, c'est ce qu'on appelle les points d'étape du discours. C'est-à-dire que nous, on prévoit rien en amont. Tout vient du discours. C'est vraiment la voix du collaborateur, ou la voix du patient, ou la voix du client. On ne fait rien en avance. Ce qui est en haut, c'est souvent phrasé en positif négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent bien ce moment, et d'autres gens qui le vivent moins bien. Donc vous avez en haut tous les touchpoints, tac, 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 du parcours. Ensuite, on les regroupe. Vous voyez en bas, il y a une frise, on les regroupe par grande thématique. Là, sur ce spécimen, on a mis par exemple onboarding, management, compenben, etc., etc., pour faciliter la lecture en fait, pour vraiment faire le parcours collaborateur. Ensuite, vous avez les éléments de quantification. Vous avez les bulles bleu ciel qui sont en bas. Les bulles bleu ciel, vous en avez l'habitude en fait, parce qu'on a toujours travaillé là-dessus en tant qu'RH, et moi le premier à une époque, c'est l'occurrence en fait. C'est ni plus ni moins le pourcentage de personnes qui spontanément a parlé de ce point d'étape en question. Donc vous voyez, plus la bulle bleue est grosse, plus l'occurrence est élevée. Ensuite, vous avez les barres bleues et les barres rouges. Les barres bleues, j'ai isolé le discours des promoteurs. Les promoteurs sont ceux qui vous mettent 9 ou 10 sur 10. Méfiez-vous des gens qui vous disent que le 8 sur 10 est un promoteur, c'est faux. Il y a un gouffre expérientiel entre un 8 et un 9. Mais j'ai pas le temps de développer, mais gardez ça à l'esprit, c'est important. Donc j'isole le discours des promoteurs. Et vous voyez, il y a des barres bleues qui montent au ciel et des barres bleues qui restent à quai. En fait, ça, c'est ni plus ni moins que la mesure de l'engagement, en fait. La raison 2 dont je vous parlais tout à l'heure, la fameuse raison 2, la vraie raison du 10 sur 10, ça va être les barres bleues qui montent au ciel. Et les raisons 1 et 3, ça va être un peu les raisons périphériques, ça va être un peu les raisons qui restent à quai. Ensuite, je pense que vous avez déjà deviné, les barres rouges, c'est que j'ai isolé le discours des détracteurs, en fait, ceux qui ont mis une mauvaise note. Les détracteurs sont ceux qui mettent de 1 à 6, et les neutres, c'est de 7 à 8. Donc vous voyez, il y a des barres rouges qui descendent et des barres rouges qui restent aussi un peu à quai. Donc ça, c'est la mesure de la véhémence du discours. En fait, c'est le niveau de désengagement des gens qui ont mal vécu ce point d'étape. Et enfin, le dernier élément le plus important et le plus discret, c'est que dans chaque petite barre, dans chaque point d'étape, vous avez un petit bonhomme jaune. Lui, en fait, c'est le barycentre du discours. En fait, c'est là où vous en êtes aujourd'hui dans l'entreprise sur ce point d'étape en question. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que quand le bonhomme jaune est dans le rouge, c'est que de manière générale, on n'est pas bon sur ce point. Quand le bonhomme jaune est dans le bleu, c'est dire qu'on est bon sur ce point. Voilà ce que ça donne au niveau de l'évolution. Rapidement, ensuite, comment vous aider à prioriser?
5 exemples rapides. Premier exemple, regardez. Ici, j'ai une grosse occurrence en bas, 57,4%. J'ai presque un salarié sur 2 qui me parle de ce moment-là. Donc si j'ai que l'occurrence, je saute sur ce sujet-là. Mais pourtant, quand on regarde l'intensité de discours, on s'aperçoit que quand ça se passe bien, il ne se passe pas grand-chose, et quand ça se passe mal, c'est pas bien véhément. Et donc nous, c'est ce qu'on appelle un chantier à éviter. J'ai souvent ces sujets-là au niveau ressources humaines sur la rémunération. J'ai souvent ce sujet-là, par exemple au niveau client, sur la file d'attente en caisse. Tout le monde en parle parce que c'est facile à exprimer, mais le potentiel d'engagement est râler pas crête, quoi. Donc ça, c'est un sujet à éviter. C'est pas parce que tout le monde en parle que ça doit être votre priorité numéro 1. Ensuite, vous avez le deuxième cas ici à droite, c'est ce qu'on appelle la bonne pratique. La bonne pratique, c'est une pratique qui arrive rarement dans l'entreprise, mais les rares fois où ça arrive, ça cartonne. Ça fonctionne du tonnerre. Donc c'est-à-dire que vous avez quelques personnes dans l'entreprise qui ont trouvé la bonne idée qu'il faut absolument déployer. Et ce qui est génial, c'est que c'est une idée qui a été pensée dans votre organisation, donc qui est adaptée à votre culture d'entreprise. Donc c'est du tout bénef. Donc ça, il faut le sauter dessus et voir comment on peut le déployer. Troisième cas. Ici, vous avez une grosse bulle d'occurrence et regardez l'intensité de discours par rapport au chantier à éviter. C'est-à-dire que là aussi, j'ai presque une personne sur 2 qui m'en parle. Par contre, de manière générale, on est mauvais parce que le bonhomme jaune est dans le rouge. La barre rouge est quand même profonde, donc on n'est pas bon quand ça se passe pas bien. Et les rares fois où ça se passe bien, on cartonne. Donc finalement, mon potentiel de progression, c'est la distance entre le bonhomme jaune et le haut de la barre bleue. Donc c'est ce qu'on appelle un chantier prioritaire. Parce que beaucoup de gens en parlent. Les rares fois où ça se passe bien. Et en plus, derrière la barre bleue, j'ai les verbatims qui me racontent ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Donc c'est absolument génial. Ensuite, vous avez l'inverse de la bonne pratique que vous trouvez à droite, c'est ce qu'on appelle le signal faible. Le signal faible, vous devinez, ça se passe pas souvent. Mais il y a une grosse véhémence de discours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un signal faible, c'est souvent des demandes qui commencent à arriver. C'est souvent des gens qui vous disent « mais pourquoi on fait encore ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas encore ça ?» Et ça, il faut se méfier, parce qu'en fait, ce qu'on a découvert, c'est que si c'est pas traité, l'occurrence augmente. Là, les derniers sujets que j'ai là-dessus, ces derniers temps, dans les dernières études, c'est par exemple les seniors, entre guillemets. Les seniors en entreprise, ça va souvent être des gens de 50-55 ans et plus qui se disent, en fait, il n'y a plus personne qui s'occupe de ma carrière dans l'entreprise. Sauf que l'âge moyen en entreprise augmente, et donc l'occurrence commence à augmenter. Donc du coup, quid de la gestion des carrières des seniors dans l'entreprise ? On pourra en parler une prochaine fois avec grand plaisir. Et enfin, le dernier cas, c'est le moteur de l'engagement. Vous avez beaucoup de gens qui en parlent. Le bonhomme jaune est dans le bleu, donc ça cartonne, et en plus la barre bleue est haute. Donc ça, c'est une bonne pratique, c'est quelque chose qu'il faut... Enfin, c'est un moteur de l'engagement, donc c'est un truc qui existe dans l'entreprise, qui est reconnu, mais qu'il ne faut surtout pas perdre. Et c'est un levier, en fait. Et quand vous faites de la transformation, quand vous faites de l'accompagnement, appuyez-vous là-dessus pour pouvoir accompagner cette transformation. C'est vraiment important. Donc c'est vraiment le moteur de l'engagement. Ce que je vous propose, on va profiter d'être avec Delphine. C'est peut-être un petit retour d'expérience, Delphine, là-dessus, chez Michelin. Merci. Volontiers. Bonjour à tous. Donc, Delphine Géraud, je suis responsable expérience employée pour le groupe Michelin. Donc, moi, j'ai commencé à peu près depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans à travailler avec KPM, avec l'équipe. Et ce qui m'a intéressée, donc en tant que responsable expérience, à partir du moment où on rentre dans le monde de l'expérience, on est sur la perception. Et ce dont j'avais besoin, c'est de m'assurer que nos intentions, parce que je travaille en corporate, je travaille avec les régions, je travaille avec les pays, que finalement l'intention de traduction, justement de ce qu'on voulait montrer en tant que Michelin, quelle est l'expérience qu'on proposait à nos employés ou aux candidats pour attirer les talents, était bien perçue et se retrouvait dans le quotidien des employés. Donc, travailler avec les verbatims m'apportait cette valeur de pouvoir m'assurer que mes intentions en tant qu'expérience, finalement, se traduisaient bien dans le quotidien des employés et que j'arrivais à le capter. Donc ça, c'était déjà le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'était de m'aider, comme tu l'as très bien dit, à prioriser. Parce que dans une expérience, bien sûr qu'on a à cœur d'avoir des touch points, de les travailler, d'avoir plein d'actions, on a plein d'idées derrière, mais il faut être sûr qu'on va adresser les sujets qui sont les meilleurs et qui ont le plus d'impact pour les employés et qui, c'est pas juste pour me faire plaisir moi, c'est vraiment pour simplifier, améliorer la qualité de vie au travail. Et donc j'avais besoin d'une méthode qui m'aide à identifier ces priorités. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé
ces deux réponses à mes questions dans la méthode et l'accompagnement KPM, et c'est ce que je trouve qui est la valeur ajoutée par votre méthode. Donc c'est pour ça que je suis ravie de travailler avec vous et que on essaie d'améliorer et on n'arrive pas à améliorer l'expérience employée grâce à ce genre de méthode. Merci. C'est l'intervention express de Delphine Giraud. C'est très gentil. Donc vous voyez à quel point c'est important, la finesse et la possibilité de prioriser en fonction de la finesse. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, on ne peut pas être flou. On ne peut pas partir dans tous les sens, évidemment, mais c'est quelque chose qui doit être vraiment chirurgical, en fait. Il faut designer les moments importants de l'expérience. Et parfois, on va en parler là, juste après, c'est vraiment des petits trucs sur lesquels on ne porte pas forcément d'attention, qui ont un impact, mais immense sur l'expérience des collaborateurs, et nous, on le voit justement dans leur niveau d'engagement. Et ce que je vais vous proposer maintenant, du coup, c'est de vous parler de cette fameuse mise en miroir. Par rapport aux mises en miroir, par rapport aux mises en miroir, manager-collaborateur. Alors déjà, je vous explique vite fait la méthodo. Ça va être rapide cette fois-ci. Donc la première chose que je fais, c'est que j'interroge l'ensemble des collaborateurs en leur posant juste 2 questions ouvertes. C'est tout, pas plus. Pas les 78 questions fermées dont on a l'habitude dans les People Survey. Juste 2 questions ouvertes. Je demande quelle est l'interaction la plus positive que vous ayez vécue avec votre manager cette année. Avec ça, je fais les barres bleues. Et ensuite, je demande, racontez-nous l'interaction la plus frustrante que vous ayez vécue avec votre manager cette année. Et avec ça, je construis les barres rouges. Donc là, je construis le parcours collaborateur par rapport à leur interaction avec le management. Donc j'ai les bonnes nouvelles et les nouvelles moins bonnes, du coup. Donc là, j'ai un premier tracker. L'expérience des collaborateurs vis-à-vis de leur management. Du côté management, même système. Je leur pose 2 questions au manager. Racontez-moi l'interaction la plus positive ou le meilleur moment que vous ayez vécu avec votre équipe ces 12 derniers mois. Je fais mes barres bleues. Racontez-moi l'interaction la plus frustrante ou les moments le plus compliqués que vous ayez vécu avec cette équipe, votre équipe ces 12 derniers mois ou vos équipes. J'ai les barres rouges. Et là, encore une fois, je reconstruis un tracker des managers, de l'expérience des managers sur leur expérience avec leurs équipes. Déjà, avec ces 2 trackers, vous apprenez énormément. Et ensuite, c'est un travail de mise en miroir. Du côté gauche, vous voyez le tracker de l'expérience collaborateur. Du côté droit, vous voyez l'expérience manager. Et on met ça en miroir. Donc ce que vous allez trouver sur ce qu'on appelle le tracker miroir, c'est le produit que vous voyez au milieu, en fait. C'est un tracker spécifique. On va mettre les moments les plus importants, les moments clés de l'expérience collaborateur à gauche. Et on va regarder comment ça résonne, ou ça ne résonne pas, au niveau de l'expérience des managers. Vous allez voir, c'est très très fin. Et à partir de là, nous, on a sorti 6 grandes catégories d'interaction ou non-interaction sur lesquelles vous pouvez déjà vous interroger, vous, finalement. Parce que c'est une piste en soi, c'est un outil en soi quand on y réfléchit. Et je vais commencer à aller là-dessus. Donc voilà les 6 grandes catégories de KPM quand on met en miroir les expériences. Quand on met en miroir client, collab, manager, collaborateur, patient, professionnel de santé. Voilà les 6 grandes catégories. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un exemple de chaque catégorie qu'on a vu dans différentes études. Pourquoi un exemple? Parce que j'ai pas beaucoup de temps et je suis bavard. Et aussi parce qu'en fait, c'est pour vous montrer à quel point c'est important d'être fin, d'aller dans la finesse. Et surtout, c'est aussi pour vous montrer que chaque analyse de chaque entreprise est complètement différente. C'est-à-dire que je peux vous sortir le discours global, est vrai, qu'on est en train de quitter l'ère du « je pense donc tu suis », donc le management top-down est en train de battre de l'aile. Je pense que vous avez tous lu à peu près 367 articles là-dessus, qui dit qu'il faut qu'on passe sur du management plus collaboratif, du manager coach, etc. C'est vrai. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et quand on interroge les collaborateurs et les managers sur leurs interactions, on s'aperçoit que c'est des petits moments clés. Des tout petits trucs, en fait. Des trucs qu'on n'aurait pas travaillé si on n'avait pas pris le temps de questionner, analyser et être très fin dans l'analyse. Donc, je vais vous donner déjà les grandes règles de fonctionnement. Le win-win. Le win-win, c'est absolument génial. C'est quand vous avez des collaborateurs ravis, enfin des points d'interaction où les collaborateurs sont ravis, et les managers aussi. Donc ça, c'est un cercle vertueux, en fait. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut quand même designer et nourrir. Pourquoi? Parce que si on fait rien, ça va disparaître, ça c'est important. Mais en plus, c'est que bien trop souvent, dans le retour d'expérience qu'on a, c'est que ces moments win-win, on a des toutes petites occurrences.
C'est-à-dire qu'on a des grandes barres bleues des deux côtés, donc ça c'est chouette, mais on a des toutes petites occurrences. C'est-à-dire que c'est des moments qui n'arrivent pas assez souvent dans l'organisation. On s'aperçoit déjà qu'avec un win-win, on a du boulot. Donc le win-win, on retient, c'est quand c'est bleu des deux côtés. Ensuite, vous avez le coup de chance. Le coup de chance, c'est quand vous avez des collaborateurs ravis et qu'il n'y a pas de son, pas d'image côté manager. D'où le coup de chance. Et là, on se dit, tiens, c'est génial, ça cartonne, mais ils m'en parlent pas, donc c'est quand même curieux. C'est pour ça qu'on appelle ça le coup de chance. Et là, le truc, c'est se dire, tiens, comment on peut prendre ça, le designer, et faire en sorte de le passer en win-win, en fait. Comment je vais faire apparaître une barre bleue côté manager pour que cette pratique s'ancre dans l'organisation. Parce que si on ne fait rien, vu qu'ils ne s'en rendent pas compte, ça peut disparaître, en fait. Et ça peut être, par exemple, très lié à des personnes. L'exemple que je vous donnerai, ça peut être très lié à des individus, à des personnalités. Et ça veut dire, tiens, mais il ne faut pas que ça disparaisse quand cette personne va partir. Donc ce coup de chance, il faut que je le déploie et que ça devienne un fonctionnement normal de mon organisation. Donc ça se design, encore une fois. Ensuite, vous avez la douleur. Il commence à y avoir du rouge. La douleur, c'est des moments qui font du bien aux collaborateurs, mais qui demandent beaucoup trop d'énergie aux managers. Soit parce qu'ils ne sont pas outillés, soit parce qu'ils ne sont pas formés, soit parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Enfin, il y a plein de raisons possibles qui fait que ces moments, pourtant qui cartonnent sur les collaborateurs, prennent trop d'énergie aux managers. Et là, c'est de la même manière, c'est que si on ne fait rien pour accompagner les managers sur ces moments de vérité, ben, ils vont arrêter de le faire ou ils vont dégrader le service. Donc du coup, il y a un travail très spécifique aussi à faire là-dessus. Ensuite, vous avez le mauvais combat. Le mauvais combat, on inverse. C'est-à-dire que j'ai des managers ravis qui cassent les pieds des collaborateurs. C'est un mauvais combat. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit souvent là-dessus, c'est que ce sont des managers en fait, qui défendent les intérêts de l'entreprise. Ils pensent qu'ils font bien. Ils pensent qu'ils font bien parce qu'ils suivent leurs objectifs. Ils font ce qu'on leur a demandé de faire. Ils voient les KPI qui se portent plutôt bien. Ils disent c'est génial, on avance, on fonce. Mais c'est pour les collaborateurs, c'est une vraie torture. Et là, l'erreur qu'on fait souvent en entreprise, c'est d'aller voir les managers et leur dire ah, ce que tu fais, c'est pas bien, et commencer à leur hurler dessus, ce qui est une erreur aussi. Parce que vu qu'eux sont convaincus de bien faire, faut pas leur taper dessus. Il faut leur dire merci de ce que tu fais. Je sais que tu défends les intérêts de l'entreprise, mais pas comme ça. Pas comme ça, parce que regarde, on est en train de faire de la casse. Donc il faut regarder comment on peut redesigner ça, comment on peut t'aider pour que ça devienne positif des deux côtés. Ensuite, vous avez la cécité. La cécité, c'est quand vous cassez les pieds à vos collaborateurs et qu'il n'y a pas de son, pas d'image côté manager. Donc souvent, ils ne le voient pas ou ils ne veulent pas le voir. Mais en tout cas, ça fait assez de dégâts pour se dire qu'il faut absolument faire quelque chose pour arrêter ça. Et enfin, vous avez l'impasse. Et l'impasse, c'est mon préféré. C'est quand vous avez des collaborateurs en colère, tristes, furieux, qui hurlent sur des managers, j'y arrive, sur des managers qui n'ont pas la solution, qui font le dos rond et pour qui c'est compliqué. Donc voilà ces 6 grandes catégories, à peu près ce que ça donne. Donc là, je vais vous donner, vu le temps qui m'a imparti, un exemple par catégorie, sachant que des interactions comme ça, j'en ai des centaines. J'en ai des centaines, et qui sont vraiment, vraiment, vraiment très dépendantes des organisations. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, alors la première, je vais vous donner un exemple de win-win. Bon, c'est une campagne spéciale USA, vous allez voir. Donc le win-win, souvenez-vous, c'est des moments qui font plaisir aux collaborateurs et aux managers. Et là, vous allez me dire, mais Frédéric, les moments conviviaux, c'est tarte à la crème, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Si vous saviez la taille de l'occurrence de ce truc-là dans les études, vous seriez surpris. Bien trop souvent, là-dessus, j'ai des barres d'engagement qui décollent et des bulles bleues qui sont minuscules, en fait. Et c'est quand même incroyable. C'est qu'en fait, on s'est aperçu que de moins en moins, dans les organisations, on prend le temps de ritualiser les moments importants, de ritualiser les moments clés. Et parfois, un dossier qui est réussi, une naissance, un recrutement, une bonne nouvelle, tout ça, ça se ritualise, ça se fête, ça se construit. Mais en fait, c'est au-delà du moment qu'on fête, c'est le symbole qu'il y a derrière, en fait. Et c'est des moments de convivialité et de construction qui n'existent plus. Et là, on fait des études où, par exemple, il y a des gens qui disent « Tiens, mais on fait même plus de Family Days, par exemple. » À une époque, ça cartonnait. Et donc, on a un vrai sujet là-dessus. Et je vais vous donner... oui, après, avec chaque exemple, je vous donne des verbatims, que vous voyez un peu de ce que ça donne. Donc, finalement, regardez chez vous, aujourd'hui, si les équipes prennent encore le temps de fêter les bons trucs. C'est super puissant, mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est puissant. Et vous avez un vrai travail sur les rituels à faire. Nous tous. Verbatim, à l'appui. À gauche, vous avez toujours un verbatim collaborateur, et à droite, un verbatim manager. Je vous le lis. L'expérience la plus positive est le repas de fin d'année, où tout le monde sort du contexte du travail.
Ça permet à tout le monde de se voir et de se connaître différemment. Suite à ça, l'atmosphère est meilleure et plus positive. On connaît mieux les personnes et leurs ressentis ou attitudes. Cela apporte de la bonne ambiance et de la joie de vivre. Côté manager, c'est quelque chose de tout bête. Ce sont les repas partagés avec mes collaborateurs. À chaque fois que nous arrivons tous à nous réunir autour d'une table, nous passons un très bon moment. Tout le monde est détendu, nous arrivons à parler des difficultés du quotidien dans un climat beaucoup plus favorable, ce qui fait qu'ils sont plus réceptifs. Cela est bénéfique pour la suite de notre activité car les collaborateurs se sentent plus impliqués dans la vie du service. Enfin, vous voyez la puissance du truc. Enfin, je trouve que ces verbatims sont vraiment révélateurs. C'est qu'ils ne demandent pas grand-chose en fait. Et les rares fois où ils le font, ça cartonne. Donc finalement, c'est comment je peux faire pour pouvoir faire ça plus souvent, comment je peux nourrir ce cercle vertueux finalement, qui est beaucoup plus puissant qu'on imagine, vraiment. Donc je vous encourage vraiment à travailler là-dessus, sur comment je peux ritualiser les bons moments au sein de l'organisation. Vous allez voir, il y a des vrais chantiers à faire là-dessus. Deuxième cas, on arrive sur un coup de chance là. Le coup de chance qui m'étonne, c'est mon manager est toujours accessible. Je viens tout de suite au verbatim. J'ai la chance d'avoir une responsable, mon bureau est toujours ouvert. Quel que soit le sujet, je sais que je peux aller la voir sans crainte et qu'elle sera toujours à l'écoute de bons conseils. C'est super important de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Là, pareil, vous allez me dire, mais Frédéric, c'est tarte à la crème ton truc. Mais là, c'est pareil, j'ai des occurrences mais minuscules. Dans la majorité des études, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, on s'aperçoit que bien trop souvent, c'est lié à la personnalité du manager, mais que globalement, c'est pas généralisé. C'est que les gens ne sont pas accessibles. Et ils ont 1000 raisons de ne pas l'être. Hein. Ça peut être tant effectivement sur la personnalité, mais ça peut être sur l'organisation du travail. Enfin, le manager a de bonnes raisons de ne pas l'être. Mais pourtant, quand on voit l'impact de dingue de juste avoir une porte ouverte, de juste être à dispo, de décrocher quand on appelle, de répondre aux mails, enfin, quand on est là, mais c'est dingue, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est est-ce que mon manager est là quand j'ai besoin de lui? Et ça, vous allez voir, c'est un peu une trame de fond sur laquelle on va revenir. Donc finalement, c'est moi, mon manager sur mon quotidien, comment je peux designer des moments où je suis accessible. Et finalement, est-ce qu'on y pense? Il y en a qui le font naturellement, il y en a pour d'autres, ce n'est pas naturel. Donc du coup, il faut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon organisation, j'ai designé des moments où je suis accessible? Parce que ça cartonne. La douleur, un exemple de douleur, et là, je vous partage l'entretien annuel. Sachant que l'entretien annuel, je l'ai trouvé en fonction des entreprises sur lesquelles on a travaillé, je l'ai trouvé dans d'autres endroits. On pourra y revenir si vous voulez, avec grand plaisir. Mais moi, mon endroit préféré, où j'ai trouvé, c'est la douleur. Parce que l'entretien annuel, je vais vous lire le verbatim, après je vais développer. Côté collaborateur, mon entretien annuel est l'expérience la plus significative de cette année. Déjà, ça en dit long. Hein. Nous avons échangé librement sur les points positifs, les attentes et les axes d'amélioration en toute transparence. Côté manager, les entretiens annuels sont un vrai calvaire. Nous sommes obligés de les faire à une période qui ne nous arrange pas. L'outil qu'on nous impose est impraticable. J'ai des personnalités compliquées dans mon équipe et je dois me débrouiller. Où sont les RH quand on a besoin d'eux? Enfin, moi, je trouve ces deux verbatims merveilleux, quoi. Quand on regarde le premier, quand même, ce que vous sous-tend le collaborateur, c'est que l'entretien annuel, c'est peut-être le seul moment où il voit le manager. Et on revient sur ce sujet d'accessibilité, en fait. Et lui, il est ravi. Il dit, enfin, il est là. Enfin, on peut parler de moi, on peut parler de ma carrière, on peut parler de mes envies, on peut parler de vers où je vais aller, etc. Et pour eux, c'est un moment clé. Et là, il faut voir au-delà de l'entretien annuel, hein, si je puis me permettre, c'est j'ai enfin un moment pour pouvoir échanger avec mon manager, qui est quand même la clé d'accès à l'organisation, chouette, quoi. Et en face, vous avez des managers qui sont pas du tout ni préparés ni outillés à faire des entretiens annuels. Mais c'est pas facile de faire un entretien annuel. Enfin, on sait pas faire. Et pour faire le parallèle avec l'expérience client, par exemple, c'est combien de fois on fait de la double écoute, on fait de la simulation, on entraîne les chargés de clientèle à parler à des clients. Combien de fois on le fait pour les managers dans les entretiens annuels? Est-ce qu'on les prépare à gérer des entretiens compliqués? Est-ce qu'on les prépare à dire tiens, je réagis comment si j'annonce à la personne qu'il n'a pas sa promotion, qu'il n'a pas son augmentation, que ça va pas bien cette année? Comment on design ce moment-là? Et bien trop souvent, on s'aperçoit que les moments d'entretien annuel ne sont pas designés. Ils sont pas designés. C'est une catastrophe. Les mecs sont lâchés complètement dans la nature, quoi. Et là, vous avez les bons et les moins bons. Et donc, du coup, ça crée la double souffrance parce qu'ils font des bêtises. Et en plus, eux s'en rendent compte, donc c'est d'autant plus compliqué pour eux. Et vous allez voir, il y a d'autres moments comme ça. Donc la douleur, c'est ça. C'est des trucs qui cartonnent côté collaborateur, mais qui prennent trop d'énergie. Et ça, si c'est pas traité, ça va se transformer en impasse. On y viendra à la fin sur l'impasse. C'est-à-dire que ça va créer des moments de frustration pour les deux parties. Donc, posez-vous la question aujourd'hui, comment sont designés dans mon organisation
les entretiens annuels. Comment c'est designé, comment je les aide, comment on se met à disposition des gens là-dessus. Mauvais combat. J'aime beaucoup cette image. Alors, souvenez-vous, le mauvais combat, c'est quand vous avez un manager ravi qui se met à dos les collaborateurs. Je pense que vous comprenez la subtilité du truc. Là, l'exemple que j'ai décidé de vous donner, c'est par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso. Et j'arrive au verbatim tout de suite. Côté collaborateur, je vis un chaos constant, rien n'est organisé. Les objectifs peuvent changer du jour au lendemain. On peut défaire ce qu'on a fait comme ça en un claquement de doigts. Franchement, il y a des moments où on peut clairement oublier sa vie sociale, ça en devient vraiment insupportable. Côté manager, j'ai la chance d'avoir une équipe flexible. Ils donnent vraiment tout ce qu'ils peuvent pour la boîte. Je suis super fier d'eux. Ça nous permet de prendre tous les projets stratégiques et de gagner en visibilité. Moi, je prends tous les beaux projets et je sais que je peux leur faire confiance pour produire ensuite un vrai luxe. Vous voyez, déjà, vous voyez qu'il y a un petit sujet de communication là-dedans. Et vous avez pourtant un manager qui est ravi. Il est super content parce que lui, il voit les beaux projets qui arrivent. Il reçoit souvent, lui, les félicitations de sa propre hiérarchie qui dit super, vous prenez les bons projets, vous les déployez, bien joué. Mais côté collaborateur, c'est une vraie torture. C'est une vraie torture. Parce qu'en fait, ils prennent les sujets, vu qu'il y a une absence de dialogue avec le management, bien trop souvent d'ailleurs, ils n'osent pas lui dire, mais attends, mais ça rentre pas là, ça rentre pas, on peut pas faire rentrer, parce qu'il n'y a même pas de moment de dialogue. Vous voyez, tout est lié, hein. Tout est lié, c'est systémique. Donc il faut vraiment en parler. Donc du coup, là-dessus, c'est important. Donc finalement, est-ce que le manager se questionne un peu de temps en temps? Est-ce qu'on lui a donné les moyens de se questionner? Est-ce qu'aujourd'hui, dans mon organisation de mon équipe, il y a des moments d'échange où on peut se dire, tiens, les amis, on se pose, on met sur la table les sujets, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Et du coup, là, vous voyez le changement de posture managériale qu'on peut avoir là-dessus. J'aime bien, c'était Philippe Pierre, l'ancien DRH de L'Oréal, donc je fais un petit clin d'œil, qui disait il faut savoir questionner, se laisser questionner. Et en fait, ces trois choses-là sont vraiment importantes et c'est un vrai outil pour le management, en fait. C'est ce que je prends le temps de questionner les équipes pour savoir comment ça fonctionne. Parce que là, vous allez les perdre. Vous allez les perdre, et dans une époque où on fait que parler de charge de travail et d'équilibre vie pro, vie perso, ça c'est de moins en moins pardonnable, en fait. Et c'est comme ça que vous perdez des troupes. Donc du coup, c'est comment je peux aider les managers à se poser avec les collaborateurs pour dire, tiens, comment on peut travailler sur notre organisation d'équipe, en fait. Et ça, il y a plein d'outils, on pourra en parler, grand plaisir. Je regarde le timing, je suis dans les temps. La cécité, un exemple de cécité. Souvenez-vous, la cécité, c'est quand vous cassez les pieds à vos équipes et qu'il n'y a pas de son, pas d'image côté manager. Les yeux fermés. Bien trop souvent, pour être honnête, c'est qu'il ne veut pas vraiment le voir. Et celui-ci, je l'aime bien, et je le vois de plus en plus, c'est je vois mon manager que quand j'ai fait une erreur. Le verbatim, il est vachement intéressant. Regardez. Mon pire souvenir, c'est son pire souvenir. C'est quand je me suis fait épingler par mon responsable suite à une erreur de ma part. Le type, je ne le vois jamais quand je fais bien mon job. Je peux être aux attentes 364 jours, puis faire un faux pas le 365e, et c'est là qu'il apparaît pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Bon, on revient sur le sujet de l'accessibilité, mais vous voyez quand même l'impact énorme sur l'engagement. La personne fait bien. J'ai souvent ça chez les conducteurs ou les nomades, les commerciaux, enfin les équipes qui sont souvent seules, en vérité, au quotidien, et qui finalement voient très peu, voire pas du tout, ni les collègues, ni le management, en fait. Et bien souvent, justement, c'est les rares fois où ils les voient, c'est quand il y a un truc qui va pas. Et c'est limite pavlovien, quoi. On parle de conditionnement, là. C'est le seul fois où je vois mon manager, c'est quand j'ai fait une bêtise. Donc maintenant, quand je le vois arriver au loin, je me dis, tiens, j'ai fait une bêtise, finalement. Comment vous pouvez engager des gens qui, quand ils vous voient arriver, ont limite peur de vous parce qu'ils vont dire que j'ai fait une bêtise. Et là, on revient sur le design, en fait. C'est comment je design, et ça je vous l'ai déjà dit juste avant, comment je design des moments d'échange avec mon équipe. Comment je design des moments d'échange en remote, à distance. Ça se construit, ça. Et bien trop souvent, on essaie de le faire de manière spontanée, mais on n'y arrive pas, parce que de toute façon, on a un agenda tellement blindé que finalement, on ne prend plus le temps de voir les gens. Et voir son équipe, c'est indispensable. Le contact physique est indispensable. Vous savez, une des grandes leçons qu'on retient, nous, de nos analyses, que ce soit côté client, que ce soit côté collaborateur, c'est les grands moments d'engagement, c'est le relationnel. C'est le relationnel. Et c'est ce qui fait la marque de fabrique, en fait. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Si vous ne voyez jamais vos équipes, il y a un problème.
Ouais, excusez-moi, je prends ça à cœur parce que c'est un super sujet. Donc ça, c'est important. Donc finalement, dans l'organisation, est-ce qu'on a designé avec les managers des moments d'échange avec nos équipes? Comment c'est designé? Comment c'est organisé? De quoi on parle? Est-ce que j'ai des RH qui peuvent m'accompagner pour designer ça, pour préparer ces moments, pour m'entraîner sur ces échanges? Donc ça se travaille. Le dernier, ce que je disais, c'est mon préféré. C'est quand vous avez des collaborateurs qui sont pas très contents, qui le font savoir à des managers qui ont pas la solution, on va dire. Et là, l'exemple que je vous ai donné, qui est un exemple dur et que je vois encore bien trop souvent dans les organisations, bien trop souvent, c'est le retour longue maladie, quoi. Et ça, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment plus possible. C'est des moments qui se designent de la même manière, c'est des moments qui se préparent et c'est des moments de vérité, en fait. C'est des moments de vérité parce que si vous êtes là pour votre collaborateur quand il vit un pire moment de sa vie, c'est juste super important et il sera redevable, j'ai envie de dire, en quelque sorte. Mais si vous n'êtes pas là, mais c'est une catastrophe. Comment vous voulez engager des gens si vous n'êtes pas là quand ils ont besoin de vous? C'est terrifiant. Et au-delà de ça, c'est que les collègues autour, ils voient la manière dont vous designez ce moment-là. C'est l'image de l'entreprise. On parle de care management bien souvent, pour ce cas-là par exemple. C'est les collègues se disent tiens, l'entreprise elle est là quand on n'est pas bien. Ils se sont occupés d'un tel parce qu'il n'était pas bien, c'est chouette. C'est-à-dire que l'entreprise est là quand j'en ai besoin. Le manager il est là quand j'en ai besoin. Mais si c'est pas designé et que c'est pas fait, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Attends, t'as vu comme il a traité son retour de longue maladie? Mais quand ça va être mon tour, elle va faire quoi l'entreprise pour moi? Bah, rien. Et donc, du coup, vous attendez pas à avoir des gens qui ne sont pas engagés quand vous leur demandez d'avoir un coup d'accélérateur si vous n'êtes pas là quand eux, ils ont besoin de vous. Je vais vous lire le verbatim. Ils sont durs quand même, ceux-là. Côté collaborateur. J'ai quitté l'organisation plusieurs mois suite à de gros soucis de santé. À mon retour, je me retrouve toute seule dans l'open space. Personne n'était au courant de mon retour. On m'a posé comme ça devant mon ordinateur. Pas de welcome back. Personne pour me raconter ce qui s'est passé et ce que je dois faire maintenant. Pardon, vraiment le pire moment de ma vie professionnelle. Et je ne parle pas du regard étonné des collègues qui n'avaient aucune idée de quoi faire de moi. Merci. Côté manager, le pire moment, ça a été au retour d'un collègue après une longue maladie. Il n'y a rien d'organisé autour de ça. Je n'étais même pas au courant de sa date de retour. Personne ne m'a briefé. Je ne savais même pas quoi lui dire tellement j'avais peur de faire n'importe quoi. Du coup, ça n'a pas manqué. Il est reparti en arrêt et n'est toujours pas revenu. J'ai l'impression d'être un monstre alors que c'est juste que je ne savais pas. Je m'en veux encore aujourd'hui. Enfin, vous voyez l'impact monstrueux de ce truc-là, quoi. Et là, c'est du double impact, voire plus, pour en y revenir. Vous avez de l'impact envers cette personne qui revient de longue maladie, qui a vécu un moment terrible et qu'on lâche complètement dans la nature tout seul. Vous avez l'impact au niveau de l'équipe. Déjà, d'une part, parce qu'ils n'étaient pas au courant, donc ils savent pas du tout comment gérer le truc, ils sont la mince, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Et en plus, tiens, mais l'entreprise n'a même pas designé les moments compliqués de notre vie, quoi. Et vous avez le manager qui vous dit, mais attends, mais je sais pas quoi faire. Et je sais pas quoi faire. Et vous savez, bien souvent, quand on ne sait pas quoi faire, on fait une stratégie très très simple, c'est l'autruche. C'est la stratégie de l'évitement. Et nous, on le voit dans énormément d'études. Quand le manager ne sait pas quoi faire, il se planque. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour sa légitimité, et c'est terrible pour l'équipe, en fait. Et c'est même terrible pour les fonctions support, parce qu'il va se dire, attends, le RH, il me tombe dessus quand je fais pas les entretiens annuels, par contre, quand je suis dans la panade, il n'est pas là. Et finalement, la vraie question, c'est qui est là pour aider le manager pour designer ces moments compliqués, ces moments clés du parcours collaborateur. Donc le truc, c'est ça, il faut repérer dans le quotidien les moments clés, les moments importants de l'expérience. Et pour ça, il faut interroger les gens, il faut prendre le temps de les écouter, les questionner sur leurs interactions. Et ensuite, on prend chaque moment de manière hyper fin, ces moments clés de l'expérience. Et on les design. On les design pas dans son coin, on les design avec les intéressés bien naturellement. Et ça, on va y revenir. Donc voilà, 6 cas que je vous ai présentés le plus rapidement possible. Mais c'est pour vous montrer que chaque étude est différente. Des interactions comme ça, j'en ai des centaines. J'en ai des centaines. Quand je passe d'une entreprise A à une entreprise B, j'ai pas les mêmes. Il y a des sujets qui reviennent, pour être honnête. Mais globalement, j'ai pas les mêmes. L'entretien annuel, aujourd'hui, sur la dernière étude que j'ai faite, je l'ai retrouvé en impasse. Parce que j'ai des collaborateurs qui disent l'entretien annuel, c'est terrible, on ne sait même pas de quoi parler, on mélange tout, et je sens que mon manager n'est pas préparé. Et en fait, il y a le manager qui dit tiens, je ne suis pas outillé, c'est horrible, je ne suis pas outillé, je ne sais pas quoi faire.
C'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, donc c'est ça, c'est identifier les moments clés. Donc la transformation managériale, c'est effectivement le discours de la transformation du « je pense donc tu suis » vers un management plus collaboratif, mais c'est beaucoup plus fin que ça. C'est beaucoup plus fin que ça. Et ça, il faut le creuser. Et ensuite, on va voir tous les parcours de formation, d'accompagnement, de transformation des fonctions support pour pouvoir accompagner cette transformation. Ça, c'est un autre grand sujet, on pourra parler une prochaine fois avec plaisir. Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne devient pas manager du jour au lendemain, s'il vous plaît. Arrêtez les formations SMART, objectifs SMART en 2 jours, en se disant que ça suffit pour transformer des gens en managers. C'est une vaste blague. C'est bien, parce que ça permet de structurer, mais ça suffit pas, quoi. Il y a des gens qui sont talentueux dans les relations humaines, naturellement, comme il y a des gens qui sont talentueux pour la peinture, des gens qui sont talentueux pour le raisonnement logique, mais on n'est pas tous talentueux de base pour les relations humaines. Et donc le management, c'est un truc qui s'accompagne sur la longueur. C'est pas une formation one-shot. Parce que la baguette magique de la formation one-shot, ça suffit, quoi. C'est bien, ça donne des bases, mais c'est un accompagnement qui est continu. Et ce qui est dingue, et c'est pas assez exploité dans l'entreprise, c'est qu'il y a tout un écosystème qui peut faire cet accompagnement. Vous avez les pairs, vous avez des managers qui sont autour de vous, avec qui vous pouvez échanger. Il y a les pratiques de co-développement qui sont d'une puissance de dingue, qui sont pas assez utilisées. Et vous avez le rôle des fonctions support. Est-ce que finalement mes fonctions support, je les laisse en champion administratif à faire que de la rému et des relations sociales, ou est-ce que j'en profite pour aussi faire des équipes qui accompagnent les gens au quotidien? J'avais vu une pratique assez, je fais une mini parenthèse, j'avais une pratique assez folle, c'était des RH qui se mettaient à disposition des managers pour faire les entretiens de retour longue maladie. C'est-à-dire que tiens, je te préviens, il y a un tel qui revient dans 3 semaines. Si tu veux, on se prend 2 heures à minima et on fait de la simulation d'entretien de retour. On regarde les questions que tu poses, on regarde un peu ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qui te met mal à l'aise, et on t'accompagne là-dessus, et on est là pour toi. Et là, vous replacez les fonctions support là où elles devraient être aujourd'hui, en fait. C'est en support. En support du management, en support des collaborateurs, en support du business. Mini parenthèse. Donc, on ne devient pas manager, on a une formation objectif SMART de 1 ou 2 jours, s'il vous plaît. Merci. Le temps s'écoule, j'ai complètement cramé le timing. Est-ce que tu as des commentaires à faire toi en particulier par rapport à ce que j'ai raconté oui, là-dessus? très vrai, et c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que on a travaillé sur des sites particuliers, donc même si, comme tu le dis, il y a des constantes, on a trouvé des spécificités par site, et l'intérêt, c'est d'avoir vraiment ce qu'attendent les employés de ce site-là. Qui sera peut-être pas adapté à un autre site ou à une autre culture. Donc, c'est là où ça a la valeur, c'est-à-dire que quand on a fait des enquêtes, par exemple, sur des managers, on a eu les réponses en verbatim de ce qu'attendaient les employés de ce site-là de leur manager. Donc, ça veut dire que en fonction de la population des managers, qui ont eu certaines formations, qui sont peut-être bons ou moins bons, on a l'écho des employés avec, finalement, globalement sur le site, nous, ce qu'on attend de notre manager, parce qu'on est dans un site de production ou plutôt un site tertiaire, c'est ça. Et ça simplifie effectivement les attentes et le dialogue entre les deux. Donc ça, c'est super parce que on a du factuel, et c'est ce qu'on aime, parce qu'on ne veut pas rester sur plutôt une enquête comme on fait d'habitude, une enquête d'engagement où on va dire « Êtes-vous satisfait de votre manager ?» Oui, non. Ok, mais on fait quoi après? Dire que si je ne suis pas satisfait de mon manager, mais pourquoi je ne suis pas satisfait de mon manager? Donc le fait d'aller plus loin sur les verbatims, c'est-à-dire qu'on a l'élément de réponse dans les verbatims, et que le verbatim va nous dire finalement j'attends plus de proximité, plus de feedback, j'attends une plan de transparence, plus de communication, voilà. Et c'est détaillé, et on a vraiment le retour des employés. Donc après, le plan d'action est plus simple, puisqu'on a exactement finalement la feuille de route, on sait ce qu'on doit faire. Donc c'est comme ça qu'on découvre avec plus de finesse ce que les employés attendent par rapport à leur manager, sur la reconnaissance aussi, c'est-à-dire on pense que faire telle chose c'est apprécié, et voilà, et finalement on a reçu des retours où c'est des petites choses, c'est le fait d'avoir un petit cadeau une fois par an, une carte cadeau, une chose comme ça, qui a été appréciée, où on voit l'intensité, dire vraiment j'ai été reconnue parce que ceci, cela, ou un événement familial ou autre. Donc toujours pareil par rapport à la culture, par rapport au site, comme nous on est international, ça nous aide aussi à pouvoir avoir des réponses adaptées en fonction des sites et ainsi de suite. Donc c'est vraiment les choses qui apportent de la valeur, puisque ça va être directement
utilisable dans le quotidien. C'est ce qu'on veut, en fait. C'est pas rester sur des grands principes, dire oui, le manager doit s'occuper de ses équipes. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'occuper de ses équipes? Et la réponse ou l'attente sera différente d'une équipe à l'autre, ainsi de suite. Et là, on met vraiment des mots et des actions sur ce que veut dire l'attente d'une équipe par rapport à son manager. Donc là, super, et c'est ce qu'on découvre, sachant qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein de domaines de recherche, mais ça nous apporte des éléments factuels. Et justement, ça peut aussi déceler des impasses, des moments difficiles qu'on n'avait pas envisagés, on n'avait pas imaginés, mais quand on ne sait pas, finalement, on navigue dans le brouillard, on est aveuglé, alors que là, c'est un élément formidable pour savoir, pour avoir des éléments tangibles. Donc, parfait. C'est les exemples que je peux donner. Quels autres exemples? On a vu, oui, sur la reconnaissance, sur le manager, sur l'organisation du travail, tout simplement. C'est-à-dire, alors, on a fait des enquêtes en usine. Comment étaient perçues les équipes tournantes, ce qui était bien perçu, moins bien perçu, quand il y a des pannes, ce qui a été agréable pour les équipes. On ne sait pas toujours, c'est le quotidien, mais on ne s'attelle pas toujours à poser la question après chaque événement, alors que là, quand on fait une enquête globale et sur une population plus large, on récupère justement ces moments pénibles ou ces moments, finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça. C'est aussi ces pics et donner l'intensité qui n'est pas forcément perçue ni par l'équipe encadrante, ni par certaines personnes parce qu'elles sont plus ou moins sensibles. Donc ça, oui, sur l'organisation du travail aussi, on a beaucoup progressé là-dessus. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais c'était... on a cramé, je suis navré, vu qu'on a eu un invité spécial. On a cramé le temps. Merci à toi d'être venu. Vous trouverez dans la présentation 5 questions à se poser. Dans tous les cas, je vous encourage à le lire. Et nous, on sera disponible. Si vous avez le moindre échange, on est accessible, donc n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas également à nous laisser une note et des commentaires sur cette présentation pour que nous, on est dans l'amélioration continue aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, on est preneurs. Et écoutez, on est accessible. Donc franchement, n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir qu'on viendra vers vous, qu'on vous répondra. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.